Bien, nous allons commencer cette première session de l'après-midi, cette deuxième session de la journée. Le titre de cette session, c'est l'expérience de la guerre et l'écriture de l'histoire. Donc nous allons avoir trois interventions successives. L'une de Maya Todeschini, qui sera consacrée à la question de la traduction du texte dont elle est responsable, le texte de Tsurumi Shunsuke sur la responsabilité des intellectuels. Puis une intervention du professeur Oguma Eiji, l'université de Keio, sur non pas exactement le titre qui est indiqué dans le papier, mais sur les questions de narration et d'expérience, et en particulier la question de la fracture, de la division, la segmentation donc des mémoires en fonction des différents États et des différentes classes sociales. Et puis une dernière intervention sera celle de Madame Sato Izumi de l'université Aoyama Gakuin, qui nous parlera donc de l'œuvre de Morisaki Kaze et donc de cette affaire donc pour des oreilles françaises qui sonnent un peu bizarres, des Camus japonais. Tout de suite, donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Maya Todeschini. Maya, tu as la parole. Bonjour à tous. Je suis heureuse de participer à ce colloque. Je remercie la Maison franco-japonaise de m'avoir invitée. Alors, mes propres recherches portent sur Hiroshima et les hibakusha, d'une part, ainsi que l'histoire des femmes et du genre au Japon. Donc, dans ce cadre, je me suis toujours intéressée à la question de la guerre, de ses conséquences sur la société japonaise en général. La thématique de ce colloque est tout à fait dans mes centres d'intérêt. Alors, comme Pierre Souiri vous l'a dit, ma présence tient avant tout à ma participation au projet donc Genève 2, qui est le projet de traduction d'articles, de textes par des penseurs japonais que nous traduisons en français. Alors, dans ce cadre, nous avons traduit avec mon collègue de l'Université de Genève qui est ici présent, Joël Piguet, d'ailleurs je le remercie, un texte par Tsurumi Shunsuke qui s'appelle « La responsabilité des intellectuels dans la guerre ». C'est un texte qui a été publié en 1956 dans le numéro de janvier de Chuo Koron. Alors c'est sur ce texte que je vais parler aujourd'hui. Mon objectif, c'est de vous présenter les principaux arguments de ce texte, ensuite les réflexions que nous nous sommes faites sur cet article, en partant toujours de notre position de chercheurs occidentaux et aussi de traducteurs de ce texte vers le français. Alors, je vais d'abord dire quelques mots sur les raisons qui m'ont amené à choisir ce texte. D'abord expliquer le choix du texte. Ensuite, vous présenter les principaux arguments, en tout cas c'est ce qui nous semble les points importants de ce texte, et ensuite quelques commentaires. J'espère bien sûr qu'on pourra, à la fin, sur l'interrogation que je vais vous donner à la fin, avoir un débat sur ces questions, parce que je suis bien consciente qu'il y a des spécialistes éminents ici présents, notamment M. Oguma, qui connaît très très bien Tsurumi Shunsuke, à la fois l'homme et son œuvre, et j'espère qu'on pourra échanger à ce sujet ensemble. Alors, d'abord, pourquoi avoir choisi ce texte ? J'ai découvert Tsurumi Shunsuke quand j'étais étudiante à Harvard, enfin comme lui d'ailleurs, ce qui m'a paru un peu coïncidence heureuse, grâce à son ouvrage Intellectual History of Wartime Japan, 31 to 45, un ouvrage qui a été publié en anglais. Donc ça me paraissait intéressant aussi parce que Tsurumi fait quand même partie des penseurs japonais qui ont essayé de communiquer dans une langue étrangère à la sienne sur sa pensée. C'est quand même relativement rare. Alors je l'ai découvert un peu par ce biais. Et c'est par ailleurs un ouvrage qui est très connu aux États-Unis, qui est apprécié aussi dans les études japonaises, en tout cas à Harvard. Et comme je travaillais déjà sur Hiroshima à l'époque, je me suis beaucoup intéressée à cette réflexion sur la société japonaise pendant la guerre, et surtout à son chapitre sur les hibakusha et les victimes des bombes atomiques. Ce chapitre m'avait beaucoup frappée déjà par sa lucidité et le regard plein d'empathie, d'humanité qui posait sur les victimes. Et il me semble qu'on retrouve un peu ces éléments
dans le texte de Tsurumi, c'est-à-dire une lucidité dans la critique des responsabilités, qu'il s'agisse du côté américain ou japonais, mais aussi une empathie. Et je crois que ça transparaît dans cet article sur les responsabilités. Et je crois que l'empathie est très importante quand on parle de la guerre. Alors, donc ensuite, il m'a paru logique de chercher un texte par ce même auteur pour poursuivre dans cette réflexion sur la guerre et ses conséquences sur la société japonaise, d'autant que, étonnamment, très peu des écrits de Tsurumi ont été traduits en une langue occidentale. Donc ça nous a paru aussi une lacune qu'on a voulu combler, en tout cas très modestement, par ce texte. Alors, d'une part, il nous semble que ce texte apporte une contribution importante à la pensée de l'après-guerre. Principalement, il est connu pour le fait d'avoir introduit pour la première fois la notion de guerre de 15 ans, Jugonen Senso. Aujourd'hui, il paraît peut-être naturel de réfléchir à la guerre en ces termes-là, mais à l'époque, c'était nouveau comme notion. Alors, cette guerre débute en 1931 avec l'incident de Mandchourie et prend fin en fin août 1945 avec la défaite contre les États-Unis. Donc, pour la première fois, Tsurumi établit donc une continuité entre la guerre contre la Chine et celle contre les États-Unis. Cette notion a été reprise plus tard par le célèbre Takeuchi Yoshimi dans son ouvrage Sensō Seikinin ni Tsuite sur la responsabilité de guerre, qui a été publié en 1960. Mais je crois que Tsurumi était le premier à l'avoir proposé. Alors, quel est l'intérêt de ce terme ? C'est bien sûr mettre en évidence le rôle du Japon en tant qu'agresseur dans la guerre et non seulement en tant que victime. Donc ça a des implications importantes pour son analyse sur les responsabilités dans la guerre. Et d'ailleurs, il mentionne ce terme, Jugonen Senso, dès la première phrase de son article. Donc on rentre en matière, justement, en pensant à cette guerre en termes de longueur temporelle. Plutôt que 1941-45, on est dans 31-45, et en termes de l'espace aussi, parce que plutôt que d'être uniquement dans le Pacifique contre les Américains, on est en Asie. Et je crois que c'est important comme base pour parler de la responsabilité. Donc c'est ça, ce Kagaisha Toshite no Nihon, ça c'est vraiment la base. Les éléments clés du texte, on a un petit peu dû se limiter parce que malgré sa brièveté, il compte que 12 pages. En fait, c'est un texte assez compliqué qui contient beaucoup d'idées et pas facile à traduire. Ça, je reviendrai un petit peu dessus plus tard. Tout d'abord, c'est un texte extrêmement polémique qui est extrêmement passionné. Je pense qu'il faut aussi se remettre dans le contexte. C'est plutôt un manifeste politique qu'une analyse historique objective. Alors, il y a une tonalité assez particulière. Et cela s'explique par les circonstances, car la question des responsabilités, selon Tsurumi, est un problème de première urgence, car pour le Japon, c'est un moment de crise. Nous sommes en 1956, c'est après la guerre de Corée, l'occupation est terminée, et on ne sait pas trop dans quelle direction le Japon va évoluer. Donc c'est très important de réfléchir immédiatement à cette guerre, les conséquences sur la société. Sinon, selon Tsurumi, le Japon va aller encore une fois dans la mauvaise direction. Il le dit d'ailleurs, que Madawarui Hokon ni Teshimau. Alors, autre motivation. Donc, pour résumer, c'est une responsabilité historique des intellectuels de réfléchir à leur rôle pendant la guerre, mais aussi de répondre à cette situation de crise dans le présent. Je crois qu'il y a vraiment les deux aspects. Alors, l'autre motivation pourquoi il a écrit ce texte, c'est que selon Tsurumi, ce débat n'a jamais eu lieu au Japon. Alors, il explique assez longuement au début pourquoi. D'une part, c'est dû au rôle des autorités d'occupation qui ont monopolisé le débat sur la responsabilité et qui, quelque part, ils n'en ont pas empêché, mais les intellectuels japonais s'en sont remis un peu aux Américains pour régler cette question des responsabilités. Et d'autre part, comme Tsurumi l'explique aussi, il y a des continuités entre le régime pendant et après la guerre. Donc, on a toujours un peu les mêmes dirigeants. En partie, c'est aussi les mêmes leaders d'opinion, ce qui fait aussi qu'il n'y a pas eu un débat qui est pourtant très nécessaire. Alors, c'est pour lui vraiment quelque chose qui n'a pas été fait et qui doit être fait. Alors, en même temps, c'est là où on rentre dans l'argumentation principale
de Tsurumi, c'est que, selon lui, cette absence de débat ou de réflexion sur la responsabilité ne peut pas s'expliquer par les circonstances historiques à elles seules. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité directe des intellectuels qui met en cause. Parce qu'il affirme que les intellectuels ont passivement accepté les orientations du régime et ils ont donc failli à leur vocation d'intellectuels. Je crois que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Hein. C'est vraiment une critique très, très sévère. Alors, j'ai choisi quelques citations représentatives. Ça, c'est la première. Les intellectuels savaient pertinemment que le régime se fourvoyait, mais ils ont fait le choix d'abandonner toute réflexion critique sur le sujet. Ils doivent ainsi assumer une part de responsabilité pour avoir renoncé à leur vocation intellectuelle et d'avoir laissé le peuple se faire entraîner dans le conflit. Peut-être dans le japonais, c'est encore plus fort, parce qu'il y a cette notion de damasareta, taishu ga damasareta, koto ni kanshite no sekinin. Et je crois que là, on voit bien, c'est un petit peu la démarche de Tsurumi. Je pense que lui, il le ressent aussi lui-même, même s'il ne le dit pas directement. Alors, quant à cette guerre de 15 ans, il a un jugement extrêmement sévère, d'autant qu'il s'agit quand même de 15 ans de conflit, donc une situation prolongée de situation de guerre, que les intellectuels ont accepté. Alors, durant cette guerre de 15 ans, il n'y a eu aucune résistance de la part des intellectuels japonais. Ces hommes de culture qui prétendent maintenant avoir résisté et qui condamnent ce qui se faisait à l'époque n'ont pris cette position qu'après la défaite. Donc, c'est quand même très sévère parce qu'ils les accusent non seulement de lâcheté, mais aussi d'opportunisme. Alors, maintenant, on arrive plus à la méthodologie. Comment Tsurumi arrive-t-il à ce constat ? Alors, pour construire son argument, alors c'est là où c'est un peu une spécificité peut-être aussi dans la pensée de Tsurumi. En fait, il fait appel à un témoignage par une personne ordinaire, un peu taishu no shogun. Il fait appel à ce témoignage pour vraiment construire son argument. Et d'ailleurs, ce témoignage occupe une place capitale dans l'article. Alors, sur 12 pages au total, c'est 5 pages où il cite de ce témoignage. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est un récit autobiographique par un ancien soldat que je pense que personne ne connaît, en tout cas, qui est connu uniquement grâce à cet article, qui s'appelle Ikari Masao. Et le témoignage s'appelle Avec toute ma colère. Ça porte bien son nom, hein, Hageshi Ikari o Komete. Et ça a été publié dans une revue d'étudiants en 1955. Alors, dans ce récit, le jeune homme évoque ses expériences d'avoir donc été à l'armée, d'avoir tout donné à la guerre. Ensuite, il est démobilisé et il se retrouve complètement marginalisé et méprisé dans une société qui a fait volte-face, dans laquelle il ne se reconnaît plus et plus personne ne reconnaît en fait les sacrifices qu'il a faits. Donc, il y a beaucoup d'extraits qu'on pourrait citer, mais je me limiterai à celui-ci qui m'a particulièrement frappé. Alors, sur la colline d'Ueno, habillé de son vieil uniforme usé, donc d'uniforme de soldat, Ikari se fait interpeller. Et espèce de soldat perdant. D'ailleurs, on ne savait pas comment traduire Haisenhei, c'est encore plus fort en japonais, hein, c'est Haisenhei. Il se retourne pour faire face à une jolie jeune japonaise au bras d'un GI. Alors, à cet instant, il se promet qu'il va lui-même reprendre les commandes de son bombardier afin de pulvériser dans un nuage atomique ce Japon rempli de profiteurs et d'hypocrites. Alors, on voit bien que c'est quand même extrêmement fort. Enfin, moi qui ai travaillé sur la bombe atomique, ça m'a beaucoup interpellée, hein, cette vision des choses. Alors, sur un ton très amer et plein de dépit, Ikari exprime aussi le sentiment d'avoir été trahi, donc par la société japonaise tout entière, mais aussi les intellectuels, y compris ceux progressistes qui affichent aujourd'hui leurs convictions pacifiques. Alors, là, il y a une autre citation qui montre bien la démarche aussi de Tsurumi. Alors, tout comme Ikari, ces jeunes allant sur leurs 30 ans ne se reconnaissent ni dans la génération d'avant-guerre, ni dans celle d'après-guerre. Ils se retrouvent à se débattre seuls, pris entre deux mondes. On n'entend jamais parler d'eux, on ne leur donne jamais la parole.
Ils sont pourtant les seuls à connaître et à pouvoir transmettre la vérité de cette époque. Les intellectuels, tout au long du conflit et même au-delà, se sont montrés lâches. Pour camoufler cette lâcheté, ils ont adopté une attitude complaisante et usent de leurs privilèges pour s'ériger en héros. Alors on voit bien le ton polémique, hein. Donc ça, c'est la dernière citation des extraits. Alors devant ces spectacles des intellectuels hypocrites, Hikari laisse éclater sa colère. Il a un véritable message. Les intellectuels japonais ne sont pas aussi exemplaires qu'ils le prétendent, mais sont tellement hypocrites qu'ils n'en ont même plus conscience. Pourtant, s'ils en finissaient avec cette hypocrisie, ils feraient preuve d'un vrai courage. Leur engagement pour la paix ne serait plus une imposture. Alors, on a bien compris l'argumentation de Tsurumi et comment il se sert de ce témoignage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Bon, il y a ce problème de trahison, déjà, qui est très fort. La trahison à laquelle ont participé les intellectuels. Ça, c'est certainement le premier point. Et après que personne n'a résisté, y compris justement ceux qui disent qu'ils ont fait quelque chose, mais qui, selon Hikari et aussi Tsurumi, parce qu'il reprend entièrement cette position-là, n'ont rien fait. Alors ensuite, c'est là où il y a un petit peu un problème aussi, c'est qu'en fait, il utilise ce témoignage pour faire son argument contre les intellectuels. C'est-à-dire, pour Tsurumi, les intellectuels, comme ils ont perdu toute légitimité pour parler de la guerre, il faut puiser la source du Senso Taiken, ou cette responsabilité sur la guerre, dans l'expérience du peuple. Alors c'est ça finalement la suite de l'argumentation de Tsurumi, hein, qui est aussi un petit peu problématique, mais je vais y revenir dessus après. Pour poursuivre dans la réflexion de Tsurumi, parce que le texte veut aussi une sorte de cahier de conduite, c'est-à-dire comment il faut faire pour prendre ses responsabilités et pour que ça ne se reproduise plus. Alors le premier point, c'est que ce n'est pas un problème de théorie ou d'épistémologie, mais plutôt de pratique. Ninchikuranjo no mondai dewa naku, jisen rinri no mondai. Alors jisen rinri, c'est la praxis, on voit bien que l'influence du pragmatisme américain, mais c'est aussi un problème de moralité, de conduite dans le présent. Après, deuxième point important selon Tsurumi, c'est qu'on ne peut pas imposer cette notion de la responsabilité. Elle va venir spontanément. Je crois que cette notion de shitaiteki sekinin, selon un commentateur de ce texte, on doit vraiment s'assumer comme sujet autonome qui s'engage de manière spontanée dans cette réflexion-là. Ça, c'est un point aussi auquel il tient beaucoup. Et en même temps, ce que dit Tsurumi, c'est le plus important, finalement, dans la prise de responsabilité, ce sont les qualités morales, c'est-à-dire l'intégrité. Je ne savais pas trop comment traduire en japonais, j'ai mis ikanse, mais intégrité pour un français, ou enfin, quelqu'un qui ne change pas d'avis, quelles que soient les circonstances historiques. Donc, autrement dit, capacité de résister au changement. C'est ça, selon Tsurumi, qui est c'est la preuve d'un vrai intellectuel. Et c'est aussi ces qualités qui font le plus défaut aux intellectuels japonais, selon lui. Alors ça repose un tout petit peu les principaux arguments du texte. Donc, la conclusion de Tsurumi, c'est cet exercice de prise de responsabilité active, spontanée, s'avère indispensable si l'on veut éviter de répéter sous une autre forme nos erreurs passées. On ne peut pas laisser à autrui le soin de le faire à notre place. Certes, la possibilité de faire fausse route demeure, mais c'est le prix de la liberté. Je crois que là, il y a plein de choses dans ce paragraphe, finalement. C'est assez complexe. Mais ça, un petit peu, c'est la conclusion qu'il nous propose. Alors, ensuite, quels sont les commentaires qu'on peut faire ou les réflexions que ça nous a inspirées ? Comme je l'ai dit, en tant que aussi chercheurs occidentaux qui avons découvert ce texte et qui avons aussi tenté, assez difficilement, de le traduire en français. Le premier point, c'est qu'on ressent bien l'ambivalence de Tsurumi vis-à-vis des intellectuels. Je pense qu'il se compte là-dedans. Est-ce qu'il est lui-même un intellectuel ou pas ? Oui, il se revendique comme intellectuel, mais il se distancie aussi des intellectuels. Donc il y a une sorte d'ambivalence qui est assez intéressante, je trouve, dans cet article. Le deuxième point qui nous a frappé,
C'est l'utilisation du témoignage en tant que tel qui est très intéressant parce que moi, personnellement, je trouve le témoignage extrêmement frappant, émouvant. Le témoignage d'un ancien soldat, parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir accès à ce type de sources. Mais dans la méthode, c'est un petit peu problématique, parce que c'est le seul, finalement, preuve empirique ou le seul argument qu'il utilise dans cette charge contre les intellectuels. Autre chose qui nous a frappé, qui nous a posé pas mal de problèmes dans la traduction, c'est la mixité des styles. C'est vraiment un mélange entre un manifeste, une analyse historique, l'anecdote, essai personnel, parfois dans la même phrase. Et peut-être qu'en japonais, ça passe assez bien. Ça fait vraiment très naturel. C'est comme s'il parlait à quelqu'un. Mais si vous le traduisez en français, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que le français, je crois que c'est beaucoup plus sévère sur la cohérence du style au sein d'un même texte. Ça ne pardonne pas les ruptures de ton. Donc on a eu beaucoup de problèmes et je crois que même le résultat n'est pas... Je pense que le japonais est bien meilleur que le français que nous avons réussi à traduire. Et ça tient peut-être à cette mixité qui amène parfois aussi des ruptures dans l'argumentation. Parce que si vous passez de l'anecdote à l'analyse historique et ensuite au manifeste, forcément il y a des ruptures dans l'argumentation. Ensuite, un autre point qui me tient peut-être particulièrement à cœur dans le cadre de ce colloque qui est quand même le premier objectif, c'est le dialogue entre le Japon et l'Occident, entre nous enfin vous et nous, à la fois les chercheurs mais aussi le public en général. Alors ce qui est toujours frappant quand on découvre un texte comme ça, on a l'impression de rentrer dans une conversation intime. C'est-à-dire, Tsurumi s'adresse clairement à ses pairs, à ses collègues intellectuels, et on dirait même que ces textes sont écrits d'une façon, il n'y pense même pas que ça pourrait être lu par un occidental et qu'un occidental pourrait s'y intéresser. Alors on a un peu l'impression d'écouter aux portes. Et il y a beaucoup de codes de référence qui sont connus uniquement d'autres intellectuels japonais. Alors, ce qui fait aussi, quand on traduit, on a beaucoup de notes de bas de page. Parfois, les notes de bas de page sont plus importantes que le texte lui-même. Alors ça, je pense que c'est quelque chose dont je voudrais bien discuter aussi avec les collègues ici. C'est cette difficulté de dialogue qui tient aussi en partie... Évidemment, les chercheurs occidentaux ne s'intéressent pas suffisamment au Japon. Ça, c'est clair, je crois que ça a été dit. Mais c'est aussi l'insularité, parfois, qui se retrouve même dans le style de ce type d'article. Alors ensuite, je voulais terminer par quelques interrogations que nous a inspiré cet article. Ce ne sont pas vraiment des critiques, mais plutôt des pistes de réflexion que j'espère qu'on pourra poursuivre ensemble. Alors la première qui m'intéresse, c'est le positionnement de Tsurumi en tant qu'intellectuel. Parce qu'il a écrit ce texte en tant qu'intellectuel. Est-ce que ça suppose une sorte d'autocritique ? Enfin, on aurait voulu en savoir un peu plus, surtout qu'il a une histoire de vie très intéressante. Comme vous le savez, il a fait des études, un séjour aux États-Unis, il est rentré au Japon, il a été mobilisé, il s'est porté volontaire. Ensuite, il était militant dans le mouvement anti-guerre de Vietnam. Donc, on a l'impression qu'il est lui-même, il se sent impliqué, mais il n'y a pas vraiment une autocritique. Alors ça, c'est un point qui nous aurait intéressé. Donc le Jikohihyo. Et ensuite, c'est la relation avec le peuple. Je crois que Maruyama Masao l'a critiqué d'ailleurs sur ce point. Parce que Tsurumi, il est connu, en tout cas aux États-Unis, comme un people's historian, l'historien du peuple. Et il revendique cette position de porte-parole des couches populaires, comme il le fait dans cet article. Mais étant donné son propre parcours au sein d'une élite sociale et intellectuelle, cette position n'est-elle pas problématique ? C'est en tout cas ce que lui reproche Maruyama Masao, qui a même dit que cette façon de se substituer au peuple, alors que sa propre vie s'est déroulée très loin des préoccupations des gens ordinaires, revient elle-même à une vision élitiste. C'est-à-dire que finalement, c'est Tsurumi le vrai élitiste, et pas les autres intellectuels. Moi, je pense que c'est un point qui peut être débattu. Ensuite, ce qui nous a un peu frappé, c'est dans cette interrogation, si l'on suit l'argument de Tsurumi jusqu'au bout, il semble dire que le problème de la responsabilité pour la guerre revient à un problème de moralité individuelle. C'est pour ça que ce texte est très chargé en termes moraux, comme lâcheté,
faiblesse, hypocrisie, intégrité, courage. Mais n'est-ce pas un petit peu problématique? Parce que la personne qui n'a pas ces qualités-là ne peut pas être responsable. Donc, il n'y a pas vraiment une piste concrète pour savoir comment il faut exercer cette moralité-là. Et comment juger de la moralité? Est-ce qu'il s'agit de valeurs universelles? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un courage, une intégrité qui sont universelles? Quelles sont les dimensions sociales et culturelles? Cette question-là, à mon avis, reste vraiment posée. Ensuite, plus généralement, on aurait été très intéressé de savoir quel est l'impact général de ce texte sur le débat sur les responsabilités au Japon. Est-ce qu'il a été pris en compte dans l'histoire intellectuelle du Japon? Et quelles ont été les réactions des intellectuels japonais à ce texte, où ils sont directement mis en cause? Ensuite, là, j'arrive à la dernière interrogation, qui est, comme ce panel est concerné par l'écriture de l'histoire. Donc, ce qui m'a intéressé aussi, c'est savoir quel est le rôle du peuple dans cette écriture de l'histoire. C'est-à-dire, on a vu que Tsurumi accorde une place capitale au témoignage par une personne ordinaire, un anonyme, les récits par les petites gens. De quelle manière est-ce que ça a influencé la manière d'histoire au Japon, l'histoire de cette période? Et on retrouve cette démarche encore plus dans le mouvement fondé par Tsurumi Kazuko, Seikatsu Tsusurikata Undo, qui justement se base sur les témoignages de personnes ordinaires, comme les femmes au foyer ou les mères. Mais est-ce que ce courant a-t-il vraiment influencé l'histoire intellectuelle au Japon? Et comme je travaille moi-même aussi sur le féminisme et le genre, je me serais aussi beaucoup intéressée à savoir quelle est la place des femmes ou le point de vue des féministes dans l'histoire intellectuelle japonaise. Je crois que savoir que Tsurumi Shunsuko a à ce sujet-là débattu avec des personnes comme Ueno Chizuko. Donc peut-être qu'on pourrait en discuter avec ce panel. Là, j'arrive au bout. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci donc pour cette intervention donc consacrée à ce travail de Tsurumi qui évidemment pose un certain nombre de problèmes comme qui ont été soulignés. Donc je relève entre autres la question de la responsabilité directe des intellectuels, une critique sévère d'un intellectuel adressée à d'autres intellectuels, la question aussi du témoignage. Et je pense que sur la question des témoignages, en particulier de soldats, je pense que le travail récent de Oguma Eiji devrait peut-être permettre d'éclairer un certain nombre de choses. Et puis également la question de la réflexion de l'intellectuel lui-même, qui finalement propose comme solution une réponse morale, ce qui est assez étonnant, mais qui renvoie finalement à des pratiques qui sont finalement assez communes dans l'histoire japonaise de l'époque, depuis l'époque Meiji. Peut-être on aura le temps de revenir là-dessus. En tout cas, c'est une question que je poserai à mes collègues tout à l'heure.